Première histoire, j'ai trompé mon mari arrogant. Au lieu d'essayer une thérapie conjugale ou d'essayer de faire mieux comme des gens normaux, il a prévu de divorcer après le décès de notre fils en phase terminale. Alors, je l'ai dit à mon fils et j'ai exigé qu'il raisonne son père pour ne pas gâcher mes 28 années de mariage loyal. Maintenant, tout est fini et je regrette mes actions. J'ai 53 ans, F. Mon mari a 50 ans, H. Nous sommes mariés depuis près de 28 ans. Nous avons un enfant, un fils de 26 ans qui est en phase terminale. Il est actuellement en centre de soins palliatifs après plus d'1 an de traitement. Les médecins ont été clairs, nous approchons de la fin. Je poste ici parce que tout le monde autour de moi a décidé de ce que je devrais faire et de ce que je devrais ressentir, et je suis fondamentalement en désaccord avec eux. Pour le contexte, mon fils a été diagnostiqué il y a 2 ans. Avant cela, il était indépendant, travaillait et vivait seul, et avait des projets comme n'importe qui de son âge. En quelques mois, tout s'est effondré. Il est retourné vivre à la maison, puis à l'hôpital, puis de nouveau à la maison avec une hospitalisation à domicile, HAD. Nos vies ont cessé d'être autre chose que la gestion de son déclin. Au début, mon mari et moi étions alignés, ou du moins, cela y ressemblait. Nous partagions les gardes à l'hôpital, gérions la sécu et la mutuelle ensemble, coordonnions les médicaments et traitions avec les spécialistes. En surface, nous étions fonctionnels. Émotionnellement, nous ne l'étions pas. Mon mari a toujours été quelqu'un qui se ferme en cas de stress. C'était vrai bien avant que notre fils ne tombe malade. Lorsque son père est mort il y a des années, il est devenu émotionnellement muet pendant des mois. Pas de discussion, pas de traitement du deuil, juste de la routine et des distractions. J'ai porté la charge émotionnelle à l'époque aussi. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. C'était juste comme ça que notre mariage fonctionnait. Une fois que notre fils est entré en phase terminale, cette dynamique s'est intensifiée. Toute tentative de ma part de parler de peur, de chagrin ou même de logistique au-delà du strict minimum était accueillie par un rejet. Il disait des choses comme « on ne peut pas s'effondrer » ou « à quoi bon parler ?» Si je pleurais, il quittait la pièce. Si j'essayais de parler la nuit, il s'endormait ou faisait semblant. Pendant ce temps, je faisais toujours l'essentiel de la coordination. C'était moi qui parlais aux infirmières, suivais les changements de médicaments, gérais les horaires de visite et m'occupais de la famille élargie. Mon mari aidait physiquement, mais il s'est émotionnellement retiré de moi entièrement. Cela a conduit à un ressentiment qui s'est construit lentement, mais constamment. Je pleurais la perte de notre fils et en même temps la perte de mon mariage tout en devant continuer à jouer mon rôle d'épouse. Il y a eu des incidents spécifiques qui ont aggravé la situation. Il y a environ 8 mois, après une mise à jour du pronostic particulièrement mauvaise, j'ai demandé à mon mari s'il avait peur de perdre notre fils. Il a dit, je n'ai pas le temps de penser à ça. C'était tout. Pas de suite, pas de reconnaissance. Une autre fois, j'ai suggéré un psychologue, pas une thérapie de couple, juste un suivi individuel. Il a ri et a dit, je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour me dire ce que je sais déjà. J'y suis allé seul. Il s'est moqué de ça aussi, disant que je ressassais. Nous avons aussi cessé toute intimité physique il y a plus d'1 an. Pas juste le sexe, mais l'affection. J'ai essayé d'entamer des conversations à ce sujet et on m'a répondu, il ne s'agit pas de nous en ce moment. Apparemment, plus rien de ce qui nous concernait ne comptait. À peu près à cette époque, notre voisin a commencé à nous aider occasionnellement, déposant des repas, prenant des nouvelles, faisant la conversation. Je ne vais pas romancer cela. Il n'était pas spécial. Il était présent. Il demandait comment j'allais et attendait vraiment la réponse. Avec le temps, les conversations sont devenues personnelles. Il validait des choses que mon mari rejetait. Un soir, après une réunion particulièrement brutale avec l'équipe médicale, j'ai craqué. Une chose en a entraîné une autre. C'était une seule nuit. Je ne prétends pas que c'était justifié. Je dis juste que cela ne s'est pas produit dans le vide. Mon mari l'a découvert quelques semaines plus tard. Lorsqu'il m'a confronté, je n'ai pas nié. Je n'ai pas non plus supplié. À ce stade, j'étais émotionnellement épuisé et engourdi. Sa réaction a été froide, pas explosive. Il a dit qu'il en avait fini et qu'il n'y avait rien à discuter. Il a dit que la confiance avait disparu et qu'il ne me verrait plus jamais de la même manière. Il a aussi dit qu'il ne déposerait pas la requête en divorce avant que notre fils ne décède.
Au début, j'ai pris cela pour de la gentillesse. Je pensais qu'il faisait passer notre fils en premier. Puis j'ai réalisé ce que cela signifiait vraiment. Cela signifiait que l'on attendait de moi que je continue à vivre sous le même toit, jouant le rôle de l'épouse solidaire tout en sachant que mon mariage était déjà terminé. Cela signifiait que l'on attendait de moi que je protège son image, que je ne perturbe pas le foyer et que j'absorbe ma propre douleur en privé. Quand je lui ai demandé s'il envisagerait une thérapie, il a dit non catégoriquement. Il a dit que la thérapie ne changerait pas sa décision et qu'il n'en voyait pas l'intérêt. C'est là que la colère s'est installée parce qu'il s'en sort avec la supériorité morale. Il peut dire qu'il est resté jusqu'à la fin. Moi, je dois m'asseoir en silence et attendre d'être jeté une fois notre fils mort. Pendant ce temps, notre fils a remarqué la tension. Il a demandé pourquoi nous ne nous parlions plus comme avant. Il a demandé pourquoi les choses semblaient bizarres. Nous mentons à répétition et chaque fois, cela semble faux. Je ne crois pas que la maladie terminale signifie priver quelqu'un de la vérité pour rendre les autres plus à l'aise. Mon fils est un adulte. Il sait qu'il est en train de mourir. Il comprend les conflits. Il comprend la réalité. J'ai dit à mon mari que s'il n'était pas prêt à se battre pour la famille qu'il prétend protéger, alors je n'étais plus prête à mentir pour lui. Je lui ai dit que s'il n'acceptait pas une thérapie et ne mettait pas en pause ses démarches de divorce, je dirais la vérité à notre fils, que son père a décidé de quitter le mariage. C'est là que tout a explosé. Mon mari m'a accusé d'être manipulatrice. Il a dit que j'utilisais notre fils comme une arme. Il l'a dit à ses parents. J'ai reçu des appels dans les heures qui ont suivi. Sa mère a pleuré et m'a supplié de ne pas faire ça. Ma sœur m'a dit que j'étais cruel. Tout le monde avait soudainement une opinion sur ce qui était le mieux pour mon fils. Et aucune d'entre elles n'incluait l'honnêteté. Ils disent tous que lui dire le dévasterait dans ces dernières semaines. Qu'il n'a pas besoin de savoir que ce sont des affaires d'adultes. Mais cela ne ressemble pas à des affaires d'adultes quand on me dit de supporter tout cela en silence et de protéger l'homme qui prévoit activement de me quitter au moment où notre enfant mourra. Je n'ai pas l'intention de donner à mon fils des détails graphiques. Je n'ai pas l'intention de lui avouer ma liaison. Ce que je veux, c'est arrêter de lui mentir sur la raison pour laquelle sa famille semble s'effondrer. Et maintenant, on me met la pression pour que je garde le silence parce qu'apparemment, la vérité n'est acceptable que lorsqu'elle est pratique. Mon mari a déménagé dans la chambre d'amis et a cessé de me parler, sauf si cela concernait les soins de notre fils. Tout est devenu bref et procédural. Si j'essayais de reparler de thérapie, il mettait fin à la conversation immédiatement. Il m'a dit que j'avais un sacré culot de lui demander de travailler sur un mariage que j'avais déjà détruit. C'était la fin pour lui. Ce qui a empiré les choses, c'est la rapidité avec laquelle le récit s'est solidifié autour de moi comme étant le seul problème. Ses parents sont venus à l'improviste quelques jours plus tard, non pas pour prendre des nouvelles de leur petit-fils, mais pour me confronter. Sa mère s'est assise à la table de ma cuisine et m'a dit que si j'aimais mon fils un tant soit peu, je garderais ma bouche fermée jusqu'à ce qu'il soit parti. Elle a dit, les mariages se terminent tout le temps, mais tu n'as qu'une seule chance de donner la paix à ton enfant à la fin de sa vie. Je lui ai demandé pourquoi la paix exigeait apparemment de lui mentir. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a juste répété que j'étais égoïste. Ma sœur a dit quelque chose de similaire. Elle m'a dit que je ramenais tout à moi et que ce n'était pas le moment de régler des comptes. Elle m'a aussi dit très clairement que si je le disais à mon fils, je ne serais jamais pardonné par la famille. Ce qu'aucun d'eux ne semble comprendre, c'est que je n'essaie pas de régler des comptes. Je réagis au fait d'être effacé. On attend de moi que je cuisine pour le personnel soignant, que je coordonne les visiteurs, que je reste assise tranquillement pendant les réunions de famille et que je maintienne l'illusion de l'unité tout en sachant que mon mariage a une date d'expiration liée à la mort de mon fils. Tous les autres ont le droit de faire leur deuil ouvertement. Je suis censée être composée, agréable et silencieuse. Il y a aussi un côté pratique à cela que personne ne veut reconnaître. Une fois notre fils décédé, mon mari prévoit de déposer le dossier immédiatement. Il a déjà parlé à un avocat. Je le sais parce qu'il me l'a dit, comme s'il s'agissait d'un détail de planning, il sépare déjà les comptes bancaires discrètement. Il est déjà parti émotionnellement. La seule chose qui le retient ici, c'est le timing. Alors quand les gens disent qu'il reste pour votre fils, je n'y crois pas. Il reste pour les apparences. Il ne veut pas être l'homme qui est parti pendant que son enfant mourait. Bien. Mais il n'a pas non plus le droit de contrôler ce que je dis ou ne dis pas pendant qu'il attend.
On m'a aussi accusé de vouloir le punir en le disant à notre fils. Ce n'est pas exact. Si je voulais le punir, j'aurais pu dire la vérité il y a des mois. J'aurais pu exposer les détails de la liaison. J'aurais pu faire exploser tout ça publiquement. Ce que je veux, c'est de l'honnêteté et de la responsabilité. Notre fils a posé des questions directes récemment, pas des questions vagues. Il m'a demandé si nous allions rester ensemble après son départ. Il a demandé parce qu'il a entendu son père au téléphone et parce que la tension ne disparaît pas juste parce que les gens font semblant. Je lui ai dit que nous étions concentrés sur lui pour le moment. Cela ressemblait à une demi-vérité au mieux. Je ne pense pas qu'il soit juste de regarder un adulte mourant dans les yeux et de mentir parce que cela rend tout le monde plus à l'aise. Mon mari dit que je projette ma culpabilité et que j'essaie de la rejeter sur lui. Je ne suis pas d'accord. Je ne nie pas mon rôle dans l'effondrement du mariage. J'ai été très clair sur le fait que j'ai fait un choix qui a contribué à cela. Ce que je n'accepte pas, c'est l'idée que mon erreur signifie que je perds mon droit de parler honnêtement. Il dit aussi que le dire à notre fils détruirait sa dernière lueur d'espoir. Je trouve cela insultant pour notre fils. Son espoir ne repose pas sur le fait que ses parents restent mariés. Son espoir concerne le confort, la gestion de la douleur et la dignité. Le réduire à un enfant fragile qui ne peut pas gérer la réalité me semble faux. Pour être clair, je n'ai pas l'intention de l'asseoir et de tout lui déballer. Je lui dirai que son père et moi nous séparons, que ce n'est pas à cause de lui et que nous ne voulions pas continuer à mentir. C'est tout. Pas de rejet de la faute, pas de détails. Si mon mari ne veut pas être vu comme quelqu'un qui part, alors il a des options. La thérapie en est une. Même une pause temporaire en est une. Il choisit de ne pas le faire. À ce stade, toute la famille est liguée contre moi. Ils ont présenté cela comme si j'étais instable, vindicative et cruelle. Personne ne demande pourquoi le refus de mon mari de suivre une thérapie est acceptable. Personne ne remet en question pourquoi le mensonge est l'attente par défaut. L'accent est entièrement mis sur le contrôle de mon comportement. J'ai déjà décidé que je n'allais pas continuer à faire semblant indéfiniment. J'ai dit à mon mari qu'il avait jusqu'à demain pour accepter une thérapie et arrêter de planifier le divorce en coulisses. S'il ne le fait pas, j'aurai une conversation honnête avec notre fils. Je ne vois pas cela comme de la cruauté. Je vois cela comme le traiter comme l'adulte qu'il est. Alors, me voici, à m'entendre dire par tout le monde dans ma vie que j'ai tort, que je suis égoïste et sans cœur pour refuser de mentir à mon enfant mourant afin de protéger l'image de mon mari et le confort de tous les autres. Commentaire 1. Avez-vous complètement perdu la tête? Pourquoi diable diriez-vous cela à votre fils mourant? Et qui êtes-vous pour vous prétendre être la meilleure chose qui soit arrivée à quiconque alors que vous admettez ouvertement avoir trompé votre mari et que vous menacez maintenant de détruire émotionnellement votre enfant pour forcer votre mari à rester? Arrêtons de prétendre qu'il s'agit d'honnêteté ou de dignité. Il s'agit du fait que vous êtes furieuse que votre mari ne se batte pas pour vous après que vous ayez fait exploser le mariage. Et maintenant, vous dirigez cette rage vers la seule personne qui n'a aucune capacité de se protéger. Votre fils est mourant. Mourant. Il n'a pas besoin de passer ces dernières semaines à s'inquiéter du mariage de ses parents, à se demander qui a trahi qui, ou à porter un bagage émotionnel qui n'a rien à voir avec lui. Ce que vous proposez est purement et simplement de la maltraitance. De la maltraitance émotionnelle, mais de la maltraitance tout de même. Et ne vous faites pas d'illusions en pensant qu'il ne comprendra pas. Si vous le lui dites, il y a une très réelle chance qu'il meure en sachant que sa mère a trompé son père et a ensuite essayé de faire passer ça pour un abandon de la famille par son père. C'est l'héritage que vous risquez. Vous avez merdé. Vous avez trompé. Votre mari a décidé qu'il avait fini. Vous n'avez pas le droit de prendre votre enfant mourant en otage parce que vous n'aimez pas les conséquences. Le fait que vous ne puissiez pas voir à quel point c'est vil en dit long sur la façon dont votre boussole morale est brisée. TTB, tuez le trou de balle, TTB, probablement le plus gros que j'ai jamais vu ici. Commentaire 2, TTB. Pas pour vouloir de l'honnêteté en général, mais pour la manière et la raison pour laquelle vous prévoyez de le faire. Vous ne le dites pas à votre fils par dignité ou vérité. Vous le lui dites parce que votre mari ne fera pas ce que vous voulez. Alors, vous utilisez le seul levier qu'il vous reste. Les émotions de votre enfant mourant. C'est pour ça que tout le monde appelle ça de la manipulation, parce que c'en est. Vous avez littéralement dit, à moins que tu n'acceptes la thérapie d'ici demain, je lui dis, c'est un ultimatum soutenu par une bombe nucléaire.
Et soyons honnêtes sur la vérité que vous choisissez. La vérité est que vous avez trompé et que le mariage se termine à cause de ça, ainsi que d'une tonne de problèmes non résolus qui existaient bien avant. Mais vous avez déjà admis que vous n'allez pas lui dire cette partie. Au lieu de cela, vous allez raconter la version où papa abandonne la famille. Comment pouvez-vous appeler cela de la dignité? C'est vous qui contrôlez le récit pour ne pas passer pour la méchante. Le choix de votre mari de retarder le dépôt du dossier est en fait la première chose véritablement attentionnée décrite ici. Il n'essaie pas de sauver la face. Il essaie de ne pas transformer les dernières semaines de votre fils en un feuilleton sur ses parents. Les soins palliatifs sont déjà brutaux. Votre fils perd déjà tout. Vous voulez ajouter, le mariage de mes parents est mort et c'est une zone de guerre, parce que vous êtes en colère d'être effacé. Je comprends que vous vous noyiez. Je comprends que vous soyez en colère. Mais il ne s'agit pas de vous. De plus, la thérapie n'est pas une baguette magique. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à y aller et vous attendre à ce que cela répare quoi que ce soit. Même s'il acceptait, ce serait pour la forme. Vous ne demandez pas une thérapie. Vous lui demandez d'annuler la conséquence de votre liaison et sa décision. Et vous le faites en menaçant de faire du mal émotionnellement à votre fils. Si vous voulez de l'honnêteté, dites-le à votre fils après qu'il a demandé et dites-le sans déformer la réalité. Nous avons de sérieux problèmes et nous allons les régler plus tard parce que pour l'instant, nous voulons nous concentrer sur toi. C'est honnête sans lancer une grenade. Ce que vous prévoyez est une vengeance déguisée en principe. Commentaire 3, question sérieuse et je veux que vous y répondiez réellement pour vous-même. Qu'avez-vous exactement l'intention de dire à votre fils? Parce que vous ne cessez de dire la vérité, mais vous êtes très sélectif sur les parties de la vérité que vous êtes prête à partager. S'il demande pourquoi son père part, allez-vous lui dire que c'est parce que vous avez trompé? Ou allez-vous le laisser croire que son père s'en va juste sans raison? Et si vous lui dites que vous avez trompé, êtes-vous prête à ce qu'il soit en colère contre vous, qu'il vous regarde différemment, qu'il décide qu'il ne veut pas dépenser le peu d'énergie qu'il lui reste à vous réconforter ou à interagir avec vous? Parce que c'est une possibilité très réelle. Et une fois cette porte ouverte, vous ne pouvez plus la fermer. Vous jouez gros ici. Pas seulement votre mariage qui est déjà terminé, que vous le vouliez ou non, mais votre relation avec votre fils dans les derniers jours ou semaines que vous aurez jamais avec lui. Vous jouez aussi votre relation avec la famille élargie qui a déjà clairement indiqué qu'elle ne vous pardonnerait pas si vous faites cela. Et pourquoi? Croyez-vous sincèrement que le dire à votre fils donnera soudainement envie à votre mari de suivre une thérapie et de se réconcilier? Parce que vu de l'extérieur, on dirait que cela ferait le contraire. Cela lui confirmerait que vous êtes prête à franchir n'importe quelle limite pour obtenir ce que vous voulez. Alors demandez-vous ceci. Êtes-vous prête à toutes les issues possibles? Perdre votre mari de toute façon, votre fils blessé ou en colère contre vous, votre famille qui vous coupe les vivres. Si tout cela arrive, cela semblera-t-il toujours en valoir la peine? Ou agissez-vous sous le coup de la colère en ce moment sans accepter pleinement ce que vous pourriez perdre? Mise à jour, j'accepte le jugement et je me retire. Je suis épuisé. Vraiment épuisé. Je ne répondrai plus aux commentaires. J'en ai lu assez pour voir qu'aucune explication ne comptera pour les personnes les plus bruyantes. Et je n'ai pas la capacité émotionnelle de continuer à me défendre alors que ma vie s'effondre activement. J'accepte le jugement de la majorité silencieuse qui a voté PTB, pas le trou de balle, et n'a pas ressenti le besoin de s'acharner. Je vous ai vu. Merci d'avoir été à mes côtés quand tout le monde a décidé que j'étais une cible acceptable. Pour le reste d'entre vous, je pardonne les abus. J'espère que les modérateurs feront le ménage parce que certaines choses qui ont été dites ont franchi des lignes qui ne devraient pas exister, peu importe la colère que les gens ressentent. Maintenant pour la mise à jour. Après mon post original, le personnel du centre de soins palliatifs a demandé une réunion avec moi et mon mari. Ce n'était pas parce que j'avais agi comme certains commentateurs l'ont supposé, mais parce que la tension dans la maison était devenue impossible à ignorer. Notre fils avait tout remarqué. Ses signes vitaux étaient stables, mais émotionnellement, il était clairement en détresse. Quiconque pense que les patients en phase terminale sont inconscients n'a jamais été assis dans une chambre de soins palliatifs. L'assistante sociale a déconseillé de parler à notre fils des projets de divorce ou de séparation. On m'a dit que cela compromettrait sa stabilité émotionnelle. J'ai demandé pourquoi mentir indéfiniment était considéré comme plus sain. Je n'ai pas obtenu de vraie réponse.
Mon mari a hoché la tête et a utilisé cette réunion comme validation qu'il avait raison et que j'étais imprudente. Plus tard ce soir-là, ses parents sont revenus. Cette fois, ils ne demandaient pas. Ils m'ont dit que si j'allais causer des problèmes, je devrais quitter la maison pour que mon mari puisse se concentrer sur leur fils. C'est la phrase exacte que sa mère a utilisée, leur fils. Comme si je n'étais pas la femme qui l'a porté, élevé, et veillé pendant les fièvres, les soirs d'école, et maintenant le déclin terminal. J'ai refusé de partir. Je leur ai dit clairement que c'est la maison de mon fils, les soins médicaux de mon fils et les derniers jours de mon fils. Je ne serais pas mise dehors comme un désagrément. Si quelqu'un était mal à l'aise, il était libre de partir. Mon mari ne m'a pas défendu. Il est resté là silencieusement et a laissé ses parents me parler comme si j'étais jetable. 2 jours plus tard, mon mari a demandé le divorce quand même. Il n'a pas attendu. Il ne m'a pas prévenu à l'avance. Les papiers de l'avocat ont été livrés alors que notre fils était encore en vie, encore conscient, posant encore des questions. Il prétend que c'était une formalité légale et que rien ne changerait au quotidien. C'était un mensonge et il le savait. Notre fils a vu l'enveloppe. Il a demandé ce que c'était. Mon mari s'est figé. J'ai répondu. J'ai dit la vérité à mon fils. Tout. Je lui ai dit que son père refusait la thérapie. Je lui ai dit que son père prévoyait de quitter le mariage quoi qu'il arrive. Je lui ai dit que j'avais supplié pour avoir du temps et du soutien et que je m'étais heurté à de la froideur. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur lors d'un effondrement émotionnel, oui, mais que j'avais été loyal pendant des décennies avant cela et que rien de tout cela ne comptait pour son père. Je lui ai dit que son père s'en allait maintenant alors que nous aurions dû être unis. J'étais émotive. Je n'ai pas écrit de script. Je ne l'ai pas dit comme une avocate. J'étais une mère qui se brisait devant son enfant mourant. Quiconque s'attend à du sang-froid à ce moment-là ne l'a jamais vécu. Mon fils n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il ne s'est pas mis en colère contre son père. Il n'a pas dit qu'il allait lui parler. Au lieu de cela, il est devenu silencieux et a demandé si cela arrivait à cause de lui. Il a demandé si sa maladie nous avait brisés. Je lui ai dit non à plusieurs reprises, mais le mal était fait. Il a pleuré plus fort que je ne l'ai vu pleurer depuis son diagnostic. Plus tard, mon mari est entré seul dans la chambre. Je n'étais pas présente. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais je pouvais entendre suffisamment pour connaître le ton. Mon mari fait ce truc où il a l'air raisonnable tout en détruisant tout devant lui. Quand il est sorti, il m'a dit que le personnel des soins palliatifs limiterait mes visites pour le moment. Il a dit que notre fils avait demandé de l'espace par rapport à moi. J'ai pété les plombs. Je ne ferai pas semblant du contraire. J'ai crié. J'ai accusé mon mari de l'empoisonner contre moi. Je l'ai accusé de m'enlever mon fils dans ces derniers jours. Il a nié. Bien sûr, il nie toujours toute responsabilité tant que tout lui profite d'une manière ou d'une autre. L'équipe médicale l'a soutenu. Ils m'ont dit que mon fils était surstimulé et accablé et que limiter les contacts était médicalement approprié. On m'a dit que je pouvais écrire des lettres à mon enfant mourant qui est drogué, sous sédatif et à peine conscient la moitié du temps. Je crois, et je le dirai clairement, que mon fils n'était pas dans un état mental approprié pour prendre cette décision. Il est lourdement médicamenté. Il est épuisé. Il a peur. S'il avait été pleinement lui-même, il m'aurait comprise. Il m'aurait pardonné. Il aurait parlé à son père et lui aurait fait entendre raison. Au lieu de cela, mon mari est resté ferme. Pas de thérapie, pas de pause, pas de reconsidération. Il a regardé alors que j'étais poussé vers la sortie, morceau par morceau, et n'a rien fait. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui il est vraiment. Maintenant, toute la famille a fait bloc autour de lui. On me blâme pour avoir bouleversé mon fils, pour avoir causé du tort, pour avoir tout ramené à moi. Personne ne reconnaît que c'est mon mari qui a fait escalader la situation en déposant le dossier plus tôt. Personne ne reconnaît qu'il aurait pu attendre, aurait pu faire preuve de compassion, aurait pu choisir l'unité. Je suis seul. Je perds mon fils et on me dit que je le mérite. Je suis resté loyal pendant des décennies. Personne ne loue cela. J'ai craqué une fois sous une tension émotionnelle insupportable et cela me définit pour toujours. Apparemment, mon mari a le droit de m'abandonner, de me geler et de m'écarter des derniers jours de mon enfant, et d'être quand même vu comme le bon parent. Je commence à le détester. Je ne voulais pas,
mais je le déteste. Je déteste qu'il n'ait pas pu attendre. Je déteste qu'il ait choisi le timing légal plutôt que l'humanité. Plus que tout, je déteste que mon fils souffre davantage à cause de cela. Tout cela aurait pu attendre. Tout. Si vous pensez que je suis le trou de balle, ainsi soit-il. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai perdu. Et je sais que lorsque mon fils rendra son dernier souffle, je le ferai en sachant que son père a rendu cette fin plus difficile qu'elle n'aurait jamais dû l'être. Je ne souhaiterais pas cette douleur à mon pire ennemi. Commentaire 1. Je vais dire ceci en tant que personne ayant côtoyé les soins palliatifs. Vous n'êtes pas restreinte parce que votre mari a empoisonné qui que ce soit. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les services de soins palliatifs. Ils ne prennent pas juste la parole d'un conjoint pour bannir un parent sur une intuition. Si le personnel a limité votre accès, c'est parce que la détresse de votre fils a grimpé en flèche après cette révélation et qu'ils essaient de le maintenir régulé. Vous continuez à utiliser le mot dignité, mais ce que vous avez réellement fait, c'est décharger une vie de ressentiment conjugal sur un homme mourant et ensuite agir choqué qu'il n'ait pas eu l'énergie de supporter cela. Il n'est pas votre psy. Il n'est pas votre médiateur. Il est mourant. De plus, vous essayez toujours de contrôler le récit. Vous avez dit que vous lui aviez dit la vérité, puis vous avez immédiatement admis que vous l'aviez formulé comme « Papa a refusé la thérapie et s'en va. » Et « J'ai supplié. » C'est votre histoire. La vérité réelle inclut le fait que vous avez trompé et ensuite essayé d'utiliser votre fil pour forcer une thérapie. Vous ne le lui avez pas dit pour lui donner le choix. Vous le lui avez dit parce que vous étiez en train de vriller et aviez besoin que la situation se plie à vos besoins. Les antidouleurs ne transforment pas comme par magie un adulte en marionnette. Parfois, les médicaments réduisent l'inhibition, ce qui signifie que les gens disent ce qu'ils ressentent vraiment. Votre fils s'est probablement senti trahi et accablé et a demandé de l'espace. C'est une réponse raisonnable. Vous appelez ça de l'incompétence parce que ça ne sert pas votre fin préférée. Que votre mari dépose le dossier tôt est dégueulasse s'il l'a fait sans avertissement, mais vous étiez déjà en train d'allumer des allumettes et de les jeter dans l'essence. Tout le monde ici est en train de se noyer et vous êtes celle qui insiste pour que vos sentiments méritent un accès prioritaire au dernier jour de votre fils. Commentaire 2, vous continuez à le faire. Même dans une mise à jour où votre enfant est activement en train de mourir, vous vous centrez comme le personnage principal et vous donnez à tous les autres le rôle de méchants qui se sont ligués contre vous. Reprenons ce qui s'est passé. Vous avez trompé. Votre mari a décidé que le mariage était fini. Vous avez menacé de le dire à votre fils à moins qu'il n'aille en thérapie. Les médecins vous ont dit de ne pas déballer ça sur votre fils. Vous l'avez déballé sur votre fils quand même. Votre fils a été détruit émotionnellement. Le service a fait ce que font les soins palliatifs, réduire les déclencheurs. Et maintenant vous êtes genre, mon mari m'a volé mon fils. Non, vos actions l'ont fait. Aussi, vous racontez n'importe quoi en disant, je lui ai tout dit. Vous ne l'avez pas fait. Vous lui avez raconté une version où papa est le méchant, et vous êtes l'épouse qui souffre depuis longtemps et qui a craqué une fois. Vous vouliez littéralement que votre enfant mourant fasse pression sur son père comme un vœu. C'est manipulateur au possible. Et la partie la plus dégoûtante est que vous rejetez le choix de votre fils comme étant une confusion due aux drogues. Vous ne supportez pas que même votre fils puisse vous voir clairement, alors vous le qualifiez d'altéré. Que votre mari dépose le dossier pendant que votre fils est vivant et froid. Je ne défendrai pas ça. Mais vous étiez prête à utiliser votre fil comme monnaie d'échange. Alors pardonnez-moi si je ne pleure pas pour vous maintenant que le marché s'est retourné contre vous. Mise à jour, je ne pensais pas poster à nouveau un jour, mais assez de temps a passé pour que je puisse enfin voir l'image complète, même les parties que j'évitais avant. Ce n'est pas une tentative d'absolution. Je ne demande pas à être réconforté. J'écris parce que c'est la fin de l'histoire et je dois l'honnêteté maintenant plus qu'avant. Mon fils est mort alors que je n'étais pas autorisé dans la chambre. L'équipe médicale avait réduit mes visites après notre conversation. Au début, c'était de courtes fenêtres supervisées. Puis c'est devenu, pas aujourd'hui. On m'a dit que son anxiété montait en flèche quand il pensait que les conversations pourraient devenir émotionnelles. J'ai argumenté. J'ai supplié. J'ai exigé. Rien de tout cela n'a compté. Il faisait ce qu'il croyait être le mieux pour lui. La nuit où il est décédé, je n'étais pas là. Mon mari l'était. Je suis arrivé après coup. Je ne me souviens pas du trajet. Je me souviens du couloir, du calme,
de la façon dont personne ne me regardait directement. Une infirmière m'a dit qu'il était parti paisiblement. Je n'ai pas été autorisé à le voir tout de suite. Je me souviens avoir pensé que cela ne pouvait pas être réel, que j'étais puni, que quelqu'un avait décidé que je ne méritais pas ces dernières minutes. J'ai blâmé mon mari entièrement. J'ai blâmé les soins palliatifs. J'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, le service m'a envoyé des copies des lettres de mon fils. Il en avait écrit plusieurs, une pour son père, une pour ses grands-parents, une pour moi. Il a écrit qu'il m'aimait, qu'il savait que je souffrais, qu'il ne pensait pas que je voulais blesser qui que ce soit. Mais il a aussi écrit qu'il se sentait responsable de la tension, et que la nuit où je lui ai tout dit lui avait donné l'impression qu'il devait réparer quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Il a dit qu'il avait besoin de calme parce que sa tête n'arrêtait pas de tourner. Il a terminé en me demandant de me pardonner un jour, même si les autres ne le pouvaient pas. C'est à ce moment-là que le récit que je m'étais construit a finalement craqué. Je m'étais dit que je le protégeais. Je m'étais dit que je me battais pour la dignité. Je m'étais dit que s'il pensait clairement, il m'aurait comprise. Lire cette lettre a rendu impossible de continuer à faire semblant. Il n'était pas confus. Il n'était pas manipulé. Il était accablé. Et j'y ai contribué. Après sa mort, les restrictions sont devenues permanentes d'une manière différente. Mon mari a pris le contrôle de tout. La planification des funérailles s'est faite sans moi. J'ai été informé, pas consulté. On m'a donné une date, une heure et un siège. Les funérailles ont été pires que ce à quoi je m'attendais. Les gens m'évitaient. Les conversations s'arrêtaient quand j'approchais. Mon mari a parlé, a remercié tout le monde et s'est contenu. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Quand le moment est venu pour la famille de se rassembler près du cercueil, je me suis tenu au bord tandis que ses parents et ses frères et sœurs faisaient bloc autour de lui. Peu de temps après, le juge a prononcé le divorce. Il n'y a pas eu de combat dramatique. Pas de dernière conversation. C'était efficace et froid. Il a avancé avec une version des événements où il était calme et avait souffert longtemps. Et j'étais le chaos. Je n'ai pas contesté. Je n'avais pas l'énergie. J'ai quitté la ville en moins d'un mois. Je ne pouvais pas rester dans la maison. J'ai vendu la plupart de ce que je possédais, emballé ce qui tenait dans ma voiture et je suis parti sans plan. J'ai atterri dans une ville plus petite à quelques heures de là. J'ai loué un endroit modeste et j'ai recommencé à zéro dans le sens le plus basique du terme. Pendant longtemps, je suis resté en colère. En colère contre mon ex-mari pour avoir déposé le dossier tôt. En colère qu'il n'ait jamais essayé une seule fois la thérapie. En colère qu'il ait permis que je sois mise à l'écart dans les derniers jours. Je ne comprends toujours pas comment quelqu'un peut prétendre donner la priorité à un enfant tout en coupant complètement sa mère. Je ne sais pas si je pardonnerai jamais cela. Mais la distance a le don de faire tomber les excuses. J'ai rencontré des gens ici, pas des remplaçants, pas des sauveurs, juste des gens qui ont fait des erreurs qui leur ont coûté cher. Une femme qui a perdu ses enfants à cause de l'addiction. Un homme dont la liaison a mis fin à son mariage et à sa relation avec ses parents. Des gens qui n'ont pas recadré leurs actions comme nobles, qui n'ont pas réécrit l'histoire pour y survivre. Ils ont assumé ce qu'ils ont fait et ont vécu avec. C'est ce que j'ai évité trop longtemps. J'ai trompé. C'était mal. Point final. Peu importe que j'ai été seul ou en deuil ou émotionnellement abandonné. Peu importe combien de temps j'avais été loyal avant. Ce choix a compté et il a déclenché tout le reste. Je dois vivre avec ça. Je dois aussi vivre avec le fait que j'ai mal géré les conséquences. J'ai transformé ma douleur en urgence. J'ai confondu l'honnêteté avec le fait de se décharger. J'ai mis mon fils au milieu d'un conflit qu'il ne pourrait jamais résoudre. Je vois maintenant que même si mes intentions n'étaient pas malveillantes, l'impact était bien réel. Je n'ai jamais essayé d'utiliser mon fils à mon avantage. Je croyais vraiment que je le sauvais, lui et notre famille, de l'effondrement. Cette croyance n'excuse pas ce qui s'est passé. Elle l'explique et c'est tout. Je crois toujours que mon ex-mari a fait des choix qui ont causé des dommages inutiles. Déposer le dossier tôt n'a pas protégé notre fils. Cela a tout accéléré. Permettre que je sois isolé n'a pas apporté la paix. Cela a créé un ressentiment qui a persisté après la mort. Je peux assumer mes échecs sans prétendre que les siens étaient des vertus. Mais je ne peux pas continuer à prétendre que je n'étais qu'une victime.
Je regrette comment j'ai agi. Je regrette le timing. Je regrette les mots que j'ai choisis et la pression que j'ai créée. Si je pouvais revenir en arrière, je serais resté avec mon inconfort au lieu de forcer la vérité au pire moment possible. J'aurais accepté que certaines choses n'ont pas besoin d'être résolues avant la fin. Je ne sais pas encore à quoi ressemble le pardon pour moi. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour à mon ex-mari ou à la famille qui m'a effacé. Je travaille à me pardonner lentement, sans excuse. C'est là que l'histoire se termine. Il n'y a pas d'arc de rédemption, juste de la responsabilité, du chagrin et l'apprentissage de la vie avec une perte qui ne peut être réparée. C'est tout ce qu'il me reste à offrir maintenant. Commentaire 1, vous aviez tort. Vous le savez maintenant. Mais je vais aussi dire quelque chose que les gens aiment prétendre faux. Le chagrin peut transformer les gens en monstres pendant un moment. Pas l'excuser, mais l'expliquer. Vous regardiez votre enfant mourir et votre mari était émotionnellement absent, puis légalement décisif. Vous avez paniqué et essayé de reprendre le contrôle. C'est une réaction humaine à une situation de merde, mais humaine. Que votre ex dépose le dossier tôt et laisse ensuite la famille vous exclure est quand même méchant. Même s'il voulait partir et qu'il en avait tout à fait le droit, la façon dont il a laissé faire le traitement que vous avez reçu aux funérailles était d'une froideur glaciale. Les gens agissent comme si tromper effaçait votre maternité. Ce n'est pas le cas. Vous avez quand même perdu votre enfant, aussi. Gardez les amis. Gardez la thérapie si vous en faites. Ne courez pas après le pardon de l'ex ou de la belle famille. Vous ne l'aurez pas, et cela vous gardera coincé. La lettre de votre fils est la seule conclusion qui compte. Maintenant, vivez d'une manière qui honore le fait qu'il vous a demandé de vous pardonner un jour. Commentaire 2, je suis content que vous assumiez enfin la tromperie et le déballage émotionnel, mais vous continuez à faire ce truc où vous admettez la faute et essayez immédiatement d'équilibrer la balance avec « mais mon ex », comme si c'était un tribunal. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. En résumé. Vous avez trompé et fait exploser le mariage. Votre mari a décidé qu'il en avait fini. Vous avez fait escalader en imposant une date limite et en y entraînant votre fille. Votre fils a été accablé et a demandé de la distance. Les médecins ont protégé le patient. Votre mari s'est conformé et vous a tenu à l'écart parce que ça l'arrangeait et parce qu'il ne vous faisait pas confiance pour ne pas remuer la merde à nouveau. C'est ça la vilaine chaîne d'événements. Est-ce que déposer le dossier tôt était un coup de salaud? Peut-être. Mais vous ignorez la possibilité qu'après que vous ayez fait exploser la situation une fois, votre mari ait cru que vous le referiez et qu'il ait agi pour contrôler l'environnement. Ce n'est pas noble. C'est défensif et contrôlant, mais c'est aussi prévisible. Aussi, les funérailles sont gérées par les gens qui se présentent et les organisent. Vous êtes déjà aliéné. Bien sûr qu'ils ont fait bloc. Pas juste, mais pas surprenant. La croissance ici est réelle, la partie où vous arrêtez de prétendre que les médicaments l'ont confus et acceptez que votre fils a eu une réponse émotionnelle valide. Accrochez-vous à ça. Mais si vous continuez à nourrir l'histoire selon laquelle votre ex vous a volé la faim, vous allez retomber dans le mode martyr. La lettre de votre fils n'a pas dit que votre père a tout gâché. Elle a dit que vous l'avez accablé. Asseyez-vous avec ça même quand ça fait mal. Deuxième histoire, ma fille exige que j'annule mes dates de vacances et tous mes projets de garde de son bébé pour qu'elle puisse faire une sortie avec son mari et dit que je n'ai pas le choix. Alors je lui ai demandé de payer et elle m'a regardé comme si j'avais commis un crime et a prétendu que ma vie n'était pas aussi importante que son bébé. Alors je lui ai donné une leçon de réalité. Je suis une femme plus âgée et mon passe-temps est d'apprendre des langues. Donc je suis désolé si je fais une erreur quelque part. Je suis débutante. Ma fille a décidé de se marier 1 an après avoir fini le lycée. Mon mari et moi n'avons pas compris cette décision, mais elle était totalement convaincue et son mari aussi. Ma fille est devenue mère au foyer par sa propre décision et est tombée enceinte peu après. Comme son mari travaille, elle a passé une grande partie de la grossesse chez moi, ce qui ne me semblait pas être un problème. Puis ma petite fille est née et elle a continué à venir souvent, ce qui ne me semblait pas être un problème non plus. Mais ensuite, elle a commencé à me laisser son bébé plus longtemps et à s'énerver quand je lui disais que je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Je comprends qu'être mère est difficile. J'ai élevé 4 enfants, mais cela ne signifie pas que tout le monde devrait être à mes pieds à cause d'une décision que j'ai prise. Ma fille a commencé à me demander les week-ends de garder l'enfant parce qu'elle et son mari voulaient sortir. J'ai accepté pendant environ 3 semaines jusqu'à ce que mon mari et moi ayons nos propres projets.
Ma fille est devenue folle et m'a appelé pour me dire que je devrais être plus empathique avec elle parce qu'elle est mère et ne quitte jamais la maison. Je me suis senti mal ce jour-là, alors mon mari et moi avons décidé de faire du babysitting les week-ends. Mais pour être honnête, nous sommes fatigués. Nous aimons nos enfants. Oui, mais notre projet à cet âge était de revenir à être juste nous deux et d'aller à des rendez-vous ensemble. Nous avons même dû retarder nos vacances à cause de notre fille. Nous adorons notre fille, mais elle est maintenant adulte et nous ne voulons plus élever d'enfants. Nous avons d'autres petits-enfants que nous aimons aussi, mais nous n'avons jamais eu ce problème avec mes autres enfants. Sans compter que ma petite fille est maintenant plus âgée et plus active. S'occuper d'un nouveau-né est une chose, mais c'est totalement différent de courir après un bébé qui a déjà appris à ramper. Mon mari boite et j'ai du mal à me pencher, donc c'est dur pour nous de nous occuper du bébé. J'ai parlé à ma fille de cela et elle s'est plainte en disant que ce n'est que 2 jours par semaine. Ce à quoi, pour marquer le coup, j'ai dit, d'accord, alors paie-nous comme tu paies la nounou. Elle a engagé une babysitter il y a quelques semaines. Je lui ai dit qu'à ce stade, j'ai l'impression qu'elle ne m'utilise que comme une babysitter gratuite parce que ces derniers temps, elle ne vient que pour me faire garder le bébé. Et c'est là que ma fille est devenue folle, totalement offensée. Bien que ce soit la vérité, elle ne vient même pas dîner ou me rendre visite. Elle amène juste le bébé pour que je le garde. Et je me sens utilisé. Selon elle, c'est vraiment horrible de ma part de vouloir la faire payer pour m'occuper de ma propre petite fille. Ça m'a fait me demander si elle avait raison. Non, mon mari et moi n'avons eu l'aide de personne pour élever nos enfants. Je ne sais pas pourquoi tant de jeunes croient que la vie était facile avant. Il y a des années dans mon pays, il était même mal vu pour une mère de laisser son enfant à la garderie et d'aller travailler. Maintenant, ce n'est pas facile d'être parent non plus. Ça ne l'a jamais été. Commentaire 1, PTB, pas le trou de balle. Bien qu'il soit super sympa pour les parents d'avoir des grands-parents disponibles pour s'occuper de leurs petits-enfants occasionnellement gratuitement, c'est complètement différent pour votre fille de s'attendre à ce que vous fassiez du babysitting régulièrement chaque week-end pour qu'elle puisse sortir et faire des choses amusantes sans rien vous offrir en retour, par exemple, vous payer. Elle ne prend pas en considération le fait que vous et votre mari avez aussi des vies en dehors de votre petite fille, tout comme elle et son mari, ce qui signifie que vous ne pouvez pas et ne devriez pas toujours être disponible pour du travail gratuit. Si elle a besoin de week-end libre avec son mari, elle doit trouver quelqu'un pour garder son enfant qui n'est pas juste un membre de la famille qu'on exploite. Bien sûr, vous pouvez toujours vous occuper de l'enfant parfois et avoir l'opportunité de créer des liens avec votre petite fille, mais cela devrait être traité comme ce temps de lien selon vos conditions, pas comme du temps de babysitting selon les conditions de votre fille. Aussi, je voudrais juste ajouter que votre anglais est très bon. Commentaire 2, PTB. Les gens ne comprennent pas vraiment la nature omniprésente d'être parent. Ils sont choqués de découvrir que la spontanéité est morte et enterrée une fois qu'on a un enfant. Si vous voulez sortir avec votre conjoint, vous dépendez maintenant entièrement de la bonne volonté ou de la disponibilité payée de quelqu'un d'autre pour le permettre. Cette perte soudaine de liberté est si brutale et soudaine que beaucoup de gens sont incapables de l'accepter. Ils n'ont jamais été restreints auparavant et il est complètement injuste qu'ils le soient maintenant. C'est leur droit de sortir et par conséquent le devoir de quelqu'un de faire en sorte que cela arrive. Eh bien, tant pis. Que vous ayez entièrement compris ou non dans quoi vous vous engagiez, vous êtes dedans maintenant. Vous ne pouvez pas sortir quand vous voulez. Quel dommage. Personne n'est prêt à modifier sa vie à son propre détriment pour que vous puissiez vous amuser. Terrible pour vous encore une fois. PTB, c'est le contrat. C'est ce qui arrive. Votre fille est devenue mère et maintenant elle doit agir comme telle. Dommage. Pas votre problème. Commentaire 3, PTB. J'ai élevé 3 enfants. Je sais à quel point c'est dur et j'ai eu la chance d'avoir une belle famille qui faisait du babysitting au pied levé. Mais c'est peut-être parce que je ne leur demandais pas chaque week-end. C'est la responsabilité de votre fille et de votre gendre. C'est leur enfant. Vous n'avez aucune obligation de devenir des parents du week-end pour votre petite fille. Dites non. Laissez votre fille faire sa crise, mais ne cédez pas, dites non plusieurs semaines de suite. Faites-lui comprendre que votre temps est aussi important pour vous que son temps l'est pour elle. Peut-être fixer un emploi du temps avec votre fille. Dites-lui que vous garderez votre petite fille un samedi soir par mois. C'est tout. Votre fille est ingrate et ridicule. Mise à jour, bonjour. Je voulais juste laisser une mise à jour avant de supprimer ce compte. Pendant que j'y réfléchissais,
une de mes belles-filles m'a appelé pour nous inviter à revenir passer un été chez eux. Elle et mon fils vivent à l'étranger. Il y a des années, ils nous ont invités mon mari et moi là-bas. Ils ont une maison avec plus de chambres, donc ils veulent que les enfants passent aussi un peu de temps avec nous. Je me suis sentie hésitante à nouveau, mais mon mari m'a dit que ce serait bien pour nous et nos autres petits-enfants de passer du temps avec eux. Les petits nous font habituellement des appels vidéo tous les jours, donc nous avons finalement décidé d'acheter des billets. Avant de continuer, je veux parler un peu de ma fille. Ma fille est un bébé de la ménopause, bébé tardif. J'étais sûr que je ne pourrais plus avoir d'enfant, et donc elle est née, mais je me sentais heureuse quand même. J'ai toujours aimé les enfants, et nous avions une bonne situation financière pour un autre. Elle est plus jeune que ses autres frères et sœurs, donc je dois admettre que mon mari et moi avons fait l'erreur d'être trop mou avec elle. Elle a grandi fondamentalement comme l'enfant unique de la maison, donc elle a été choyée par ses parents et ses frères et sœurs et a toujours été le centre de l'attention. Non. Mes enfants n'ont jamais été babysittés pour leurs frères et sœurs. J'ai toujours détesté ça parce que ma mère me faisait m'occuper de mes jeunes frères et sœurs et je n'ai jamais voulu répéter cela. Au moment du mariage, je l'ai assise et je lui ai dit qu'être mère au foyer n'est pas facile et qu'être mère ne l'est pas non plus, et que le bébé sera élevé par les parents. Je voulais m'assurer qu'elle connaisse la réalité et soit totalement convaincue qu'elle voulait cette vie. Elle m'a assuré qu'elle était mature et savait ce qui allait arriver. Donc, je me suis senti calme et j'ai eu confiance en cette maturité. Elle a grandi avec moi comme exemple de mère faisant tout par elle-même pendant que mon mari travaillait. Alors maintenant, nous sommes dans cette situation où ma fille déteste ne pas pouvoir sortir avec son mari comme il le faisait avant parce que le bébé tombe malade, pleure, leur manque, etc. Elle adorait sortir tout le temps, mais maintenant elle ne peut plus. Mon pauvre mari a parlé à notre fille du voyage de 2 mois que nous allons faire, croyant qu'elle serait heureuse. Mais elle m'a instantanément appelé totalement en colère pour me dire qu'en février elle a un mariage et a besoin que je garde le bébé. Je lui ai dit qu'elle pouvait alors se payer une babysitter. Et elle a dit quelque chose qui m'a mise trop en colère. Pourquoi payer pour une babysitter si je t'ai gratuitement ? Tu ne fais rien. Elle a ensuite continué à parler de la façon dont mon mari et moi ne faisons rien. Donc, c'est notre responsabilité de nous occuper du bébé pour que sa famille ne se brise pas. J'aimerais être une mère de conte de fées, mais je lui ai dit que mon mari et moi avons travaillé toute notre vie et que maintenant nous méritons une pause. Elle et son mari doivent apprendre à vivre pour eux-mêmes car à un moment donné, je ne serai plus là. J'ai dit à ma fille que si elle veut me rendre visite avec ma petite fille, elle est totalement la bienvenue, mais je veux la voir en tant que grand-mère, pas en tant que babysitter. Je l'ai aussi informée qu'à partir de maintenant, elle doit m'informer une semaine à l'avance si elle veut que je garde le bébé, et je lui dirai si j'ai le temps. J'en ai eu marre d'avoir l'impression qu'elle ne m'utilise que pour garder le bébé, mais ensuite elle ne vient même pas me rendre visite ou prendre le thé comme le font les autres enfants. Maintenant elle est en colère, mais je me sens détendu et libéré. J'ai reçu beaucoup de commentaires ou de messages privés de jeunes parents disant que je devrais m'occuper de ma petite fille pour que les parents puissent sortir. Je suis vraiment désolé, mais je vais vous donner un conseil qu'à mon époque personne ne donnait. Réfléchissez bien avant d'avoir des enfants. Ne continuez pas à faire des enfants comme des lapins si vous avez déjà l'impression de ne pas pouvoir respirer avec un seul. Vous n'avez pas besoin de vous reproduire 5 fois en moins de 8 ans. Avoir un enfant changera complètement votre vie et toutes vos journées seront entourées par cette vie. J'aime être mère, mais ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Et vous devez toujours bien réfléchir avant d'avoir des enfants et ne pas romancer la maternité. Aussi, je ne comprenais pas le concept de village non plus. Au moins dans mon pays, si vous aviez un enfant, vous étiez seul. Est-ce que j'ai aimé élever mes enfants ? Oui. Mais avant, il était totalement inacceptable pour une mère d'avoir ses propres loisirs ou de faire autre chose que de s'occuper de ses enfants 24h24 et 7h7. Heureusement, maintenant il y a des crèches et tout cela a changé. Les mères avaient l'habitude d'avoir 7 enfants ou plus. Elles n'avaient pas le temps d'élever leurs petits-enfants. Et c'était de très rares cas. Au moins dans ma culture, les gens étaient vraiment ignorants et avaient des enfants juste parce qu'il était normal que cet enfant dorme dans 2 pièces, ce qui n'est évidemment pas juste. Et pour répondre à une dernière chose, alors tu voudras qu'elle s'occupe de toi quand tu seras plus âgé. Je n'ai pas eu d'enfant avec l'idée d'avoir un soignant. Si c'est votre idée de la maternité, alors vous devriez repenser les choses. Aussi dans la plupart des cultures, il y a toujours eu cette misogynie selon laquelle la famille de l'homme est prise en charge tandis que la famille de la mère est censée être les soignants. Même aujourd'hui,
toute la responsabilité incombe à une femme. La nouvelle génération commet l'erreur de croire que le passé était facile alors que beaucoup d'entre nous ont dû vivre des guerres, des dictatures et des crises économiques. Ne romancez pas un passé que vous n'avez jamais vécu. Beaucoup de femmes ne pouvaient choisir d'être mère ou d'être mère. Au moins dans ma culture, les femmes devaient être 24h24 et 7j7 avec leurs enfants. Et si vous ne faisiez pas ça, vous étiez vue comme une mauvaise mère. Enfin, cela a changé maintenant. Et si nous voulons jouer à quelle génération a le plus souffert, alors nous pourrions parler de la génération de l'homme à la petite moustache. Joyeux Noël. Commentaire 1. Profitez de votre voyage et chapeau bas pour avoir posé des limites. Commentaire 2. Pourquoi payer pour une babysitter si je t'ai gratuitement? Tu ne fais rien. Elle a ensuite continué à parler de la façon dont mon mari et moi ne faisons rien. Donc, c'est notre responsabilité de nous occuper du bébé pour que sa famille ne se brise pas, rien que ça est une raison suffisante pour dire, non, je suis désolé, mais ta fille est une gamine pourri gâtée qui a besoin d'apprendre un peu d'humilité et de décence. Honte à elle. PTB. Commentaire 3, amusez-vous bien. Au fait, je comprends et je crois qu'il faut un village, mais j'ai pris cela dans le sens où tout le monde veille sur les enfants de tout le monde, comme si un enfant pouvait être en danger. Pas que quiconque soit obligé de s'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Votre fille semble sacrément ingrate et je suis content que vous ayez tapé du poing sur la table. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par l'écoute de ce genre d'histoire, nous en avons d'autres en réserve pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis.